Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être venus aussi nombreux. Et puis merci surtout à la FMNB pour l'organisation de cet échange. Donc, je me présente, moi je suis Sébastien Rotz et je travaille pour le compte du gouvernement du Nouveau-Brunswick pour développer les relations entre territoires, entre la France et donc les provinces atlantiques du Canada, en particulier le Nouveau-Brunswick. Donc les questions de jumelage et de coopération décentralisée. Si vous êtes d'accord, je propose d'avancer sur ma présentation donc lors du jour qui a dû vous être communiqué. Et puis après, on laissera place à un peu de temps pour échanger et voir comment on peut avancer ensemble si vous le souhaitez. Alors, je vais essayer de vous partager mon écran. Est-ce que vous voyez? Oui. Parfait. Alors, voilà. L'idée, c'est de vous donner un aperçu un peu de la construction de la coopération décentralisée, des jumelages, comment elles se sont construites en France, notamment donc repasser un peu par son historique et voir un peu le cadre juridique. Donc en France, les jumelages, les premiers jumelages sont nés dans les années 50. C'était des jumelages qu'on qualifiait de réconciliation, parce qu'ils sont venus après-guerre, et comme outil de construction de l'Europe en particulier. C'était très vrai pour des départements type du Rhin, donc des départements frontaliers avec l'Allemagne. Donc, qui répondait forcément à un intérêt local qui était celui encore une fois, de la réconciliation et de la construction européenne. Dans les années 60, on a eu donc les indépendances africaines et des jumelages se sont noués entre des territoires français et d'anciens territoires colonisés. Donc là, faut comprendre que le cadre juridique, à ce moment-là, il n'est pas encore installé. En tout cas, il n'est pas formalisé. Ce sont des relations d'amitié qui se nouent sur la base de connaissances entre administration et élus. Dans les années 80, donc on a une crise dans les pays du Sahel et disons que les territoires, les collectivités, certaines collectivités françaises, donc disons, participent à l'élan de solidarité qui existe euh, et à l'action finalement qui est menée par les ONG et les États en faveur d'une aide humanitaire, d'une aide de développement. En 1980, on assiste à la signature de la première convention, premier accord de coopération décentralisée. Donc là, on a un outil qui est la convention et qui est utilisé entre Marseille et Alger, qui répond à nouveau à cet intérêt local qui est une stratégie d'apaisement entre communautés. On peut facilement deviner pourquoi, puisque cet accord fait suite donc à la guerre d'Algérie et donc à la présence de diaspora sur les deux territoires. Dans les années 80, début des années 80, on assiste aux premières lois de décentralisation. On a les premières lois de décentralisation qui donc font mention de la coopération. On est plutôt sur la coopération transfrontalière, là. Et donc, l'État autorise, à travers ces lois-là, d'abord aux régions, ensuite aux communes et enfin aux départements, de nouer des accords, des jumelages, des coopérations avec d'autres territoires à l'étranger. Il y a même également la création d'un poste de délégué de l'action extérieure des collectivités locales qui s'appelle aujourd'hui délégué à l'action extérieure des collectivités territoriales, DAECT, et qui existe toujours et puis qui forme carrément une direction au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Donc on a besoin d'une autorisation préalable de l'État, mais je vais y revenir là-dessus. En 92, c'est un peu l'acte de naissance de la coopération décentralisée en France avec la loi d'administration territoriale de la République qui donne une sécurisation juridique encore relative, mais en tout cas qui vraiment permet et qui l'inscrit dans la loi aux collectivités
et à leurs groupements de conclure des conventions avec des collectivités territoriales étrangères. Donc on voit que cette loi circonscrit quand même encore beaucoup l'action extérieure des collectivités territoriales. Hein. C'est bien marqué dans la loi, dans les limites de leurs compétences et dans le respect des engagements internationaux de la France. Là aussi, je vais y revenir. Dans les années 2000, on peut noter que plusieurs tribunaux administratifs annulent des délibérations prises en conseil municipal et régional, donc des délibérations pour des actions de coopération de collectivités territoriales. En réalité, ce sont des associations de citoyens mécontents portées par des partis politiques qui se lèvent, enfin, il y a une levée de bouclier contre cette action internationale des collectivités territoriales et souvent l'argument évoqué pour se lever contre cette internationalisation des territoires, c'est la notion de l'intérêt local. C'est-à-dire, en résumé, le citoyen, le contribuable, qui donc paye ses impôts localement, se demande pourquoi son territoire, finalement, va mener des actions à l'international. Il n'en comprend pas bien l'intérêt, ni le bénéfice, ni le retour pour lui. En 2007, donc là, on a un retournement vraiment des mentalités, puisque la loi Thiollière de 2007, elle permet de, cette fois-ci, sécuriser juridiquement complètement le cadre d'intervention des collectivités. En réalité, l'intérêt local, il est désormais présumé. Ce qui signifie qu'à l'époque où des délibérations prises en conseil municipal, par exemple, dans le cadre d'un jumelage, pouvaient être annulées par des décisions d'un tribunal, à partir de 2007, ce n'est plus possible. Lorsqu'une délibération est prise, ce que dit la loi Thiollière, c'est que l'intérêt local est présumé et que donc forcément, il n'y a pas à le discuter. C'est le début donc de l'âge d'or de l'action extérieure des collectivités territoriales et la coopération internationale, la coopération décentralisée, elle devient une compétence à part entière des collectivités territoriales en France. Il y a encore quelques outils qui restent, notamment la convention, etc., qui est une obligation encore. Mais voilà. Donc, l'idée de tout ça, c'est de... On voit qu'il y a eu un changement de mentalité. Si vous voulez, l'international, c'est une compétence qui est régalienne, en fait, qui appartient à l'État, plus précisément dans la Constitution au chef de l'État, qui est le seul en mesure de signer les traités internationaux, avec l'Assemblée parlementaire pour certains traités internationaux, et puis effectivement qui est représenté par son ministère des Affaires étrangères. Et donc, finalement, l'invasion des collectivités territoriales dans le champ de l'international, alors que les collectivités, dans le droit, elles travaillent pour le local et par le local. Finalement, cette mobilisation des collectivités dans le champ de l'international gêne, au début en tout cas, l'État central. Donc, les premiers réflexes de l'État, en fait, c'est d'être contre, d'être méfiant et en fait de regarder ça avec bon, avec peu de recul au début. Mais ça va évoluer dans la mesure où l'État va se rendre compte que plutôt que d'aller contre un phénomène qu'ils ne peuvent pas réellement réguler, en réalité, ils vont plutôt tenter de s'adjoindre au mouvement, ou en tout cas de faire en sorte de lui construire un cadre juridique, et faire des collectivités territoriales en fait leur partenaire à l'international. C'est pour ça qu'on passe de lois où on voit que, notamment dans les début des années 80, où on est sur il faut une autorisation préalable de l'État, et avec une limite au niveau
du format de la coopération qui est plutôt de la coopération transfrontalière au début, le reste, on n'a pas le droit. En fait, on voit qu'on part de ça à la voiturière de 2007 qui dit bon, l'intérêt local est présumé, et donc en fait, ne gênez pas les collectivités territoriales dans leur action internationale. Et là, pourquoi? Parce que la France aussi, enfin l'État français s'est rendu compte aussi finalement que les territoires en France renfermaient une multitude et une richesse de partenariats à travers le monde que l'État, le central, ne pouvait pas seul maintenir en réalité. Et que donc il était plus intelligent finalement d'avancer main dans la main entre la partie centrale et donc les territoires autour de cette notion, cette question de l'international. Est-ce que ça va pour le moment? Je vais vous présenter quelques chiffres. Donc, alors, c'est quelques schémas un peu rapidement pour vous donner un aperçu du domaine de l'action internationale des collectivités territoriales en France. En gros, on va recenser plus de 6700 jumelages donc de territoires français avec des territoires partenaires à l'international, près de 4000 projets de coopération décentralisée. Et puis, on voit un petit peu là sur le graphique à droite les projets qui sont portés par les types de collectivités. On voit que la commune, l'échelon communal est très en tête en matière de jumelage, de coopération. Donc, les nombres de projets, je dirais par pays, par zone géographique. On marque Chine, Europe, pas mal de pays, en particulier d'Afrique de l'Ouest, qui correspondent à d'anciens territoires colonisés. On a aussi l'Amérique du Nord. Donc on voit qu'il y a beaucoup de projets de coopération décentralisée. Et puis là, on a un dernier schéma sur les coopérations portées par les différentes régions en France, avec certaines régions, notamment Auvergne-Rhône-Alpes, Nouvelle-Aquitaine, Grand Est et Île-de-France, qui ressortent un peu plus sur le nombre de projets portés. Je vous ai parlé de la délégation de l'action extérieure des collectivités territoriales tout à l'heure. Aujourd'hui, c'est un bras armé du ministère des Affaires de l'Europe et des Affaires étrangères pour les questions de jumelage et de coopération décentralisée. C'est un service du ministère qui met en place un certain nombre d'outils pour faciliter la coopération des territoires, et puis également qui conseille, qui analyse, qui appuie, qui informe les collectivités sur des événements relatifs à l'action internationale des collectivités, qui coordonne aussi un certain nombre de programmes. Parmi les grands outils qui pourront nous servir et qui sont intéressants de mentionner, j'ai par exemple l'Atlas français de la coopération décentralisée, je vais vous le montrer juste après. La bourse au partenariat, donc c'est deux outils que je vais tenter de vous partager tout de suite. Voilà. Bon, malheureusement, sur Microsoft Edge, la carte ne s'affiche pas. Mais en gros, c'est un outil, il y a un globe qui s'affiche ici, et vous cherchez par aire géographique, par pays, les projets de coopération qu'il peut y avoir. Et donc, ou alors vous avez des recherches avancées par thématique, par exemple culture, patrimoine, économie, éducation, environnement, etc. Donc vous allez chercher et vous allez trouver les projets qui sont portés par les collectivités territoriales françaises et puis par les autres collectivités territoriales partenaires dans le monde, les types de projets, etc. Et vous allez voir que avec les montants, les volumes financiers qui sont mis en place, donc en fait,
la DECT centralise un certain nombre de données sur les coopérations qui sont menées par les territoires. Donc ça, c'est un outil intéressant qui va essentiellement permettre d'informer. Un autre outil qui pourrait éventuellement nous intéresser, nous, en tout cas pour les collectivités ici au Nouveau-Brunswick qui seraient éventuellement intéressées pour nouer des partenariats, ça va être la bourse au partenariat. Donc on voit que, en fait, pareil, la DECT recense les demandes de partenariat de collectivités, qu'elles soient françaises ou internationales, étrangères. En réalité, quand une collectivité étrangère souhaite nouer un partenariat dans un domaine particulier, hein, ça peut être le développement durable, l'économie, etc. Donc elle va mentionner ces thématiques et elle va, entre guillemets, postuler à cette bourse au partenariat, ce qui va la rendre visible aux yeux des autres collectivités territoriales qui seraient éventuellement intéressées par ce type de partenariat. On voit les dernières demandes à ce sujet. Donc je repasse sur mon. Voilà. Et puis, l'outil peut-être, enfin pas le plus important, mais en tout cas qui pourra nous être très utile, c'est que la DLCT, en fait, soutient financièrement les collectivités territoriales françaises dans leur programmation, les projets qu'elles portent avec leurs partenaires. Ce qui signifie que chaque année, elles publient des appels à projets dans différents domaines. Donc, soit des appels à projets généralistes qui vont aider les collectivités françaises à planifier sur généralement plusieurs années, c'est des pluriannuels, leur coopération, qui visent à soutenir les coopérations des collectivités dans les domaines d'action qu'elles ont choisis avec leurs partenaires. Soit on va avoir des appels à projets thématiques sur des années comme une année, par exemple, où on va avoir les Jeux olympiques et paralympiques qui se dérouleront à Paris. Il va y avoir une thématique, notamment sport, qui va ressortir et qui va permettre aussi aux collectivités territoriales de mener avec leurs partenaires à l'étranger des projets autour du sport. Donc ça va pouvoir varier ou ça va pouvoir être récurrent. Donc on a tout un tas de thématiques autour de la sécurité alimentaire, du patrimoine, etc. Et puis après, il y a des accords spécifiques par zone géographique, des accords bilatéraux, souvent, entre, par exemple, France-Sénégal. Et là, on va avoir un appel à projet qui va concerner que les collectivités territoriales de France et du Sénégal qui pourront postuler à ce type de financement. Il y en a plusieurs qui sont donc mis ici. Voilà, les règles, ça je pourrais, si vous voulez avoir plus de précision, vous les envoyer, hein, elles sont disponibles de toute façon sur Internet. Juste ce qu'il faut savoir, c'est que ces fonds sont octroyés suite à un dépôt de la collectivité territoriale française. C'est-à-dire que c'est le partenaire français qui peut déposer auprès du ministère des Affaires étrangères. Néanmoins, en réalité, le projet est co-construit avec le partenaire. D'ailleurs, il nécessite des délibérations des organes délibérants de la collectivité française, mais aussi de la collectivité partenaire. Donc en réalité, c'est vraiment un projet co-construit, mais qui doit être déposé par la collectivité française. Donc en gros, il faut motiver le partenaire français à aller déposer des réponses aux appels à projets. Et les financements peuvent être intéressants puisqu'ils peuvent aller jusqu'à 80% des projets qui sont soumis.
sachant qu'il s'agit des projets, en tout cas pour les thématiques d'investissement. En fait, on finance pas ou très peu la question d'un voyage d'échange simple. En fait, le ministère considère que oui, c'est très bien d'aller voir ses partenaires, mais ce n'est pas son rôle de financer ce genre de choses. Par contre, si vous avez un projet que vous co-construisez avec votre partenaire autour du patrimoine ou un événement sportif commun, ou je ne sais pas, peu importe, en réalité, là on va parler d'investissement et c'est là où les fonds de la DECT pourront intervenir. Je pense que vous le savez, mais je me suis donc penché aussi sur la question des partenariats, des jumelages qui existent au Canada Atlantique, entre le Canada Atlantique et la France. J'en ai répertorié au Nouveau-Brunswick et en Nouvelle-Écosse. A priori, en tout cas, pas à ma connaissance, donc à Terre-Neuve et Labrador, et ni sur l'île du Prince-Édouard. Donc au Nouveau-Brunswick, on a un peu plus d'une dizaine que j'ai mis là essentiellement et qui ont pour caractéristique commune, mais peut-être ça, je vais me permettre qu'on en parle ensemble justement, parce que vous êtes peut-être mieux informé que moi et vous avez peut-être des idées là-dessus. Pour la partie Nouveau-Brunswick, quand vous voyez la liste des partenariats qui existent, est-ce que vous auriez des remarques à faire? Est-ce que vous avez des informations à me donner? Est-ce qu'une rapide analyse vous évoque quelque chose? je, je, je vous écoute. Est-ce que les gens peuvent intervenir, Michel? Oui. Ou... J'imagine que oui. Oh, puis moi, je parle dans le vide. Oui, les gens peuvent Okay. demander des questions. Je ne vois pas de main encore. Mais est-ce que vous voyez encore mon écran ou pas? Oui. Okay. Bonjour, Jocelyne Carré de la MAIE. Est-ce que ces municipalités qui sont en jumelage avec la France sont toujours en action? Oui, c'est une bonne question. Pour la plupart, je les qualifierais en sommeil. Bonjour, moi c'est Laurent. M'entendez-vous? Oui. Oui, Bonjour, moi je suis avec la municipalité de Chupagan. On a eu un échange tout récemment avec la ville de Loudun. Ça fait au-delà de 40 ans qu'on a un jumelage. Puis maintenant, on s'est rencontrés en septembre dernier. On a eu des gens une délégation de Chupagan et des environs se sont déplacés à Loudun en septembre passé. Bonjour, Marc Melançon de la ville de Dieppe. Alors nous, c'est toujours un dossier de jumelage qui est très actif. On a 1 ou 2 projets par année qui est toujours actif. La clé du succès, je pense que c'est d'avoir une personne contact dans les deux communautés qui a des bonnes relations, puis aussi que les deux maires soient aussi très collaborateurs. Alors c'est là où va la clé du succès. Si les deux maires y croient, les deux administrations devraient suivre le pas. Alors, ça fait partie de la réussite pour tout jumelage, je pense. Mais nous, c'est très actif depuis le début. Merci, monsieur le directeur général. D'ailleurs, je me permets de rebondir sur la remarque du directeur général. Avoir une personne qui est dédiée, ou pas à 100% nécessairement, mais en tout cas une personne qui est dédiée à une partie de son temps à l'animation du dispositif ou du jumelage, c'est en effet très important. Peut-être qu'on peut avancer d'ailleurs et creuser un peu plus ces questions de quels moyens ou quelles conditions sont nécessaires pour qu'un jumelage fonctionne. Je pense que la question des ressources humaines qui a été soulevée par M. Mélenchon
est très importante en effet. Ce n'est pas la seule, mais ça en fait partie. Dans le cas de Chupagan, il y a un comité local de Chupagan pour le jumelage. Et aussi, il y a en contrepartie un comité de la ville de Loudun. Alors, il y a des communications assez régulières pour faire en sorte qu'on puisse travailler ensemble. Puis Loudun, chaque 5 ans, à l'occasion du Congrès mondial acadien, font une visite au Canada et habituellement passent par Chupagan quand ils sont de passage au Canada. Mais c'est toujours un défi parce que c'est toujours le problème financier pour le déplacement. En septembre passé, c'est vraiment chacun qui ont participé au voyage, on était une douzaine de personnes qui ont déboursé de leur poche les déplacements. Alors, c'est quand même, ça prend quelqu'un qui est vraiment vendu à l'idée de partager avec nos confrères de la France, dans notre cas aussi, c'est Loudun. C'est toujours un défi côté économique. Évidemment. Donc ça, c'est le deuxième aspect. Donc vous avez évoqué les comités de jumelage. Ça, c'est intéressant. Pour moi, ça revient finalement à ce qui était évoqué avant sur la question des ressources humaines pour l'animation du dispositif. Donc on est sur les comités de jumelage, souvent sont bénévoles, mais en tout cas, ça permet qu'il y ait un suivi dans l'animation. Donc ça, c'était le premier point. Puis vous avez évoqué les financements. Alors, le deuxième point, en effet, c'est les financements. Si je peux me Oui, bien permettre, sûr. la ville de Caraquet, ben, c'est de longue date. Effectivement, on retrouve dans nos notes que même en 1959, on avait déjà des liens qui étaient créés autour de l'industrie de la pêche avec notre ville jumelle qui est Marine. Et je rejoins aussi l'importance d'une personne ressource qui est désignée par la municipalité pour poursuivre les discussions. Et surtout, l'implication comme directeur de DIEP qui disait l'implication des maires parce que politiquement ça change et puis là il faut renouer les liens si on n'a pas des personnes ressources dans chaque ville jumelée pour poursuivre les liens parce que ça dépend des maires qui sont impliqués. Et nous, ce qui a aidé aussi, c'est qu'en 2017, on a signé un accord de coopération pluriannuel. En fait, c'est terminé en 2022. Ce qui a ralenti un peu nos liens, c'est la pandémie, évidemment, comme tout le monde. Mais cet accord de coopération-là aidait énormément, où on avait défini les axes prioritaires ou sur lesquels on allait se pencher pour les prochaines années. Donc, là, il y a un troisième outil qui est vraiment bien, dont vous parlez, c'est la planification. Pour moi, elle est importante. En fait, quelque part, vous évoquez un sujet qui est vrai, c'est que l'alternance démocratique fait que parfois, les priorités qui étaient celles des élus à une époque ne le sont plus. Lorsqu'on a un nouveau conseil municipal, ne sont plus les mêmes. Bon, ça, on ne peut rien y faire, mais je dirais quand même qu'il existe un moyen de contrer ça. Et alors, c'est là où je pense que les exemples de Dieppe et de Caraquet sont très bons. Parce que, en fait, en réalité, ce qu'on remarque sur le paysage des jumelages qui existent au Nouveau-Brunswick avec la France, mais d'ailleurs pas que la France, hein, avec la Louisiane également, on remarque qu'en fait, ce sont des jumelages qui ont été construits sur une base qu'on pourrait appeler la ligne acadienne, en réalité. Le patrimoine, l'histoire et l'identité du peuple acadien, ce qui est une base solide, hein, qui nous rapproche, notamment à travers la langue, etc. Et alors, le reste des jumelages, il se trouve qu'ils ont été construits alors, sur le modèle de Dieppe, sur la question de la mémoire. Donc, du débarquement notamment, ou en tout cas, qui se sont produites dans les deux guerres. Donc, on a un patrimoine culturel et historique fort qui sert de lien, mais qui malheureusement prend le risque, si on ne s'appuie que là-dessus, d'être ralenti ou de disparaître avec le temps s'il n'y a pas la question de l'intérêt local que j'évoquais auparavant. En réalité, je pense qu'il faut s'en servir de ce patrimoine historique comme étant un socle intéressant de notre coopération, mais qu'il ne faut pas se limiter à ça. Et je trouve que Caraquet et Dieppe ont su aller vers d'autres choses. Pour Dieppe, je sais qu'il y a eu cette collaboration autour de la culture festival, par exemple,
du cerf-volant, je sais qu'il y a eu les échanges scolaires, je sais qu'il y a eu un tas de choses. Je sais que pour Caraquet, il y a eu de la coopération autour de la pêche, de l'ostréiculture. Je sais aussi qu'il y a eu l'insertion professionnelle des jeunes. En réalité, là, on a des communes qui ont réussi à, en s'appuyant sur une base historique et je dirais diasporique presque, euh, à aller plus loin, à innover et à se lancer dans d'autres types de coopération. Ça, c'est difficilement, euh, on peut difficilement, même dans le cas d'une alternance démocratique, d'un changement de conseil municipal, on peut difficilement dire, ben non, ça ne nous intéresse plus parce que vous avez, que ce soit chez les parents d'élèves, chez les jeunes, chez les opérateurs économiques, les pêcheurs, les choses comme ça, vous avez noué, vous avez opéré un ancrage territorial. Et en fait, cet ancrage territorial, finalement, vous allez avoir des gens en tant qu'élus qui vont vous dire à la fin, ah ben non, cette coopération, c'était super, on n'a pas pu faire des huit là, en tout cas, les élèves vont plus pouvoir partir en France, inversement, etc. Donc, en réalité, j'ai envie de dire, pour que vous vous assuriez d'une pérennité des actions, c'est ayez toujours en tête cet intérêt local et essayez d'innover ou d'entreprendre de nouvelles actions. Oui, bonjour. Si je peux me permettre, moi, c'est Marianne de Memramcook. Nous n'avons pas de jumelage avec la France, mais on en a un avec une communauté de la Louisiane. Et puis, c'est exactement ce qui se passe. On a bâti, je pense, cette collaboration-là sur des liens historiques, mais comme il n'y a pas de facteur économique, l'enthousiasme s'effrite. Fait que pour nous, c'est très difficile comme conseil municipal de faire valoir le bienfait ou le pourquoi on voudrait continuer. Donc, d'avoir des outils ou des pistes de solutions dans ce terme-là, là, ça pourrait être bien. Moi, je suis une ancienne de Bouctouche. J'avais à l'époque fait un voyage échange avec Chantelle-Roux, puis c'est ce qui m'avait un peu ouvert les yeux sur le monde. Mais de pouvoir bonifier ces échanges-là, puis d'avoir une partie gouvernementale qui veut l'embarquer aussi. Puis là, s'il y a un développement économique, ben, je pense qu'on pourra avoir l'appui de d'autres paliers gouvernementaux aussi pour pouvoir nous aider là-dedans. Oui. Oui, merci, merci pour cette intervention. En effet, et puis après, faut pas, je pense, hésiter je sais que Bouctouche fait partie maintenant d'une collectivité territoriale plus grande. Donc, je ne sais plus comment elle s'appelle. C'est Beau Soleil par là? C'est comment? C'est. Ouais. Le Grand Bouctouche maintenant. Mais Beau Soleil n'est pas loin, là. Vous êtes proche, là. Le Grand Bouctouche. Bon, ben, le Grand Bouctouche, c'est intéressant parce que c'est comme chez nous, en fait. Vous allez voir que l'Audin, par exemple, aura les mêmes problématiques que n'importe quelle autre petite collectivité ici pour développer des programmes parce qu'ils n'ont pas plus d'argent en fait à mener. Alors, par contre, si vous avez, par exemple, au lieu que ce soit Châtellerault en France, mais c'est le Grand Châtellerault, donc c'est l'intercollectivité qui finalement réunit beaucoup de communes, il pèse 80 000 habitants et qui en plus a des compétences dans les domaines de l'économie, des choses comme ça, là on va pouvoir développer d'autres types de projets, des projets intéressants peut-être, se réunir avec les autres, surtout que vous êtes en cours de réforme de la gouvernance locale au Nouveau-Brunswick, donc qui visait un petit peu à réunir les plus petites collectivités, les plus petites communes. Donc ne pas hésiter, je pense, à se poser autour de la table à plusieurs communes qui forment ces intercollectivités et à mener une réflexion commune parce que derrière, on a peut-être un pouvoir financier plus important, on est peut-être aussi plus à même de se dire, mais oui, la personne qui s'occupe de la culture à l'échelle de cette plusieurs communes va peut-être pouvoir dégager, je ne sais pas, 30-40% de son temps pour des actions de coopération, avoir un meilleur suivi. Sachant que si on arrive à faire ça, les partenaires français peuvent être mobilisés pour capter des appels à projets, des fonds de notre ministère des Affaires étrangères. Et là, la question des financements, elle va être moins pénalisante pour tout le monde. En tout cas, il y a des façons de contourner les problématiques. Et je pense une de ces façons-là, c'est de penser en territoire plus important.
et peut-être même réfléchir sur la question de l'économie en territoire presque à l'échelle des commissions de services régionaux. Hein. Essayer de voir comment ça peut être porté, puisqu'ils ont des compétences en matière de développement économique. Alors, non pas qu'il faut signer désormais les accords avec les commissions de services régionaux, mais si on peut, en termes de création de richesse et de développement économique, avoir une concertation avec les CSR respectives auxquelles vous appartenez, je pense que c'est une bonne piste aussi. Si moi je reprends quelques, peut-être pour vous donner des idées, donc sur la question voilà. Il y a une multitude de projets à faire. Je pense que pour ça, il faut bien connaître son territoire. Ça, je vous fais une confiance absolue là-dessus. Je crois que ce qui serait intéressant pour les territoires qui souhaitent relancer leur, leur coopération ou nouer de nouvelles coopérations, ce serait qu'on reste en contact et que moi, ce que généralement je demande aux collectivités ici, de mes échanges, c'est une fiche profil de la collectivité, c'est-à-dire une fiche de présentation du territoire. Quel est mon territoire? Quelles sont ses forces et faiblesses? Et puis, qu'est-ce que je souhaite pour mon territoire? Est-ce que, par exemple, je ne sais pas, j'ai une offre, je suis dans un milieu très rural, j'ai une offre culturelle qui n'est pas développée et je souhaite développer cette offre. Donc, en fait, l'international va me servir à aller chercher des artistes pour qu'ils soient en résidence chez moi et inversement envoyer des gens m'ouvrir en fait au monde. Donc ça peut être quelque chose. Ou alors c'est l'économie. Donc j'ai par exemple plusieurs entreprises dans le bois, dans la transformation du bois, des entreprises à haute valeur ajoutée. Ce que je souhaite, c'est les accompagner à s'internationaliser. Donc, moi, j'aimerais nouer un partenariat avec une collectivité française qui réfléchit en termes de problématiques de transformation du bois également, qui pourrait être intéressée pour nouer des collaborations là-dedans. Ou bien je suis un territoire avec une université importante. J'ai besoin de développer mes programmes d'échange de cette université avec une grande université aussi française. Donc là, je vais trouver un territoire avec qui me jumeler et avancer dans une coopération universitaire. Mon territoire a besoin d'un salon commercial. Je ne sais pas, le salon du nautisme, parce que j'ai une marina, parce que j'ai des entreprises qui travaillent dans le développement de la voile, des activités de loisirs autour du nautisme. Donc, je vais aller chercher, j'aimerais développer un salon pour l'attractivité de mon territoire. Donc, je vais aller chercher un partenaire en France qui a monté un salon du nautisme et qui pourrait m'accompagner en ingénierie dans le montage de ce salon. Je souhaite, par exemple, travailler sur la question du développement durable, en particulier de la lutte contre le risque de submersion ou d'érosion. Donc, je suis situé effectivement en bordure d'océan, et donc je vais trouver un territoire français avec un trait de côte important, qui a des problématiques d'érosion, de submersion également. Qu'est-ce qu'il emploie comme technique pour faire face à ça? Qu'est-ce qu'il développe comme outil? J'ai une problématique je ne sais pas, d'emploi de l'espace urbain, l'espace public urbain. Il y a trop de voitures, il n'y a que de voitures. J'aimerais encourager les mobilités douces, les mobilités actives, le vélo, etc. Qu'est-ce que je dois mettre en place comme outil? Un schéma directeur du vélo, et construire des pistes cyclables. Qui a fait ça
en France? Qui a fait ça et qui l'a bien fait? Et moi, j'aimerais nouer une coopération là-dedans. Et puis qu'est-ce que je peux apporter? En fait, voilà, si l'idée, c'est déjà de base de se reposer les questions. Donc, celles et ceux qui sont intéressés, moi, je suis vraiment preneur de profils de territoires, de collectivités intéressés pour avancer dans la coopération avec des atouts qui peuvent donc intéresser des territoires en France, et puis aussi des problématiques à résoudre qui, là, pourraient être des idées à piocher avec des partenaires français. On pourrait commencer, pour celles et ceux intéressés, par une approche comme ça. En fait, vous n'êtes pas limité, j'imagine que vous le savez, dans la coopération, mais c'est vrai que c'est circonscrit géographiquement, mais vous n'êtes pas limité dans ce que vous pouvez apporter comme idée. Tous les secteurs d'intervention sont valables. Il y a peut-être, je vais vous dire par exemple quelque chose, on peut être très très ambitieux et innovant et même mettre en place des actions de communication aussi. J'imagine que par exemple, je suis une mairesse ou un maire qui a qui est très porté sur les questions d'écologie et de développement durable, et ben je décide avec une collectivité partenaire française qui a la même appétence que moi là-dessus, sur ces questions-là, et ben que tous les deux, on noue une convention de partenariat sur la maîtrise de nos émissions de CO2. Et ben ça veut dire qu'on met en place des outils et on fait travailler des entreprises là-dessus pour mesurer le taux de CO2 chez nous, nos particules. On se fixe comme objectif qu'on participera à des instances internationales en matière d'environnement ou de développement durable, et on ira ensemble en tant que partenaire et on apportera notre témoignage aussi sur les pratiques qui sont développées au niveau local. En fait, vous pouvez imaginer un peu de tout. Et là-dessus, je pense que ce serait intéressant de prendre le temps d'y réfléchir et d'en discuter, et pourquoi pas aussi d'en discuter, évidemment. Vous le faites très certainement déjà avec les citoyens de votre territoire. Il y a forcément des idées qui vont émerger. Je vous donne un petit exemple par rapport pour vous dire que ces fiches-là que vous me donnerez, si vous en êtes d'accord, vont m'être très utiles. C'est que je travaille actuellement avec une collectivité aussi en Nouvelle-Écosse qui m'a donné son fiche profil. Et donc, il y a une activité portuaire importante, pêche au homard notamment, mais aussi pétoncle. Il y a aussi une université francophone, etc. Et donc, je travaille aujourd'hui à cibler des collectivités territoriales en France qui ont des ports de pêche en tonnage à peu près similaires, etc., avec aussi des questions de programmation culturelle sur le territoire où on va retrouver des intérêts communs, histoire que ces collectivités puissent s'appuyer. Derrière, moi, je peux faire ce travail aussi et essayer de voir comment, en tout cas, vous mettre en relation dans un premier temps avec une collectivité qui vous correspondrait. Et puis aussi, pour les collectivités qui sont déjà en partenariat, je le redis, si vous souhaitez porter des projets plus ambitieux avec vos partenaires, je suis aussi à votre disposition pour la rédaction de la réponse aux appels à projets qu'on pourrait déposer auprès du ministère des Affaires étrangères. C'est des choses que j'ai eu l'habitude de faire moi, parce que je travaillais en collectivité française avant, on avait plusieurs partenaires. J'ai déjà effectué ce travail plusieurs fois, donc ça peut être intéressant en termes de méthode aussi que je vous accompagne. Et puis, je sais que les collectivités, souvent pour les plus petites, n'ont pas beaucoup de temps et pas beaucoup de personnel à dégager, c'est ce qu'on disait. Donc, travailler avec vous sur le montage d'un dossier, c'est quelque chose que je peux faire aussi. Est-ce que vous avez des questions, d'autres? Je pense que aussi, donc Michel de la FMNB va vous
vous fera suivre, hein, mais encore une fois, je reste à votre disposition. J'ai mis mon mail à la fin du PowerPoint de présentation qui vous sera distribué. N'hésitez pas à l'utiliser. S'il y a des questions qui vous viennent plus tard, si vous avez des demandes de mise en relation avec une collectivité, généralement, ce que je fais, c'est que je prends quand même du temps pour les nouveaux partenariats. Comme je vous dis, c'est qu'il y a un travail quand même d'analyse au début de la collectivité pour mettre en face une autre collectivité qui soit intéressante pour vous. Si vous souhaitez monter des dossiers de demande de financement, je peux vous envoyer aussi le communiqué de la direction de l'action extérieure des collectivités territoriales qui recense les appels à projets pour 2024, auxquels vous pourriez jeter un œil. Bon, en résumé, je suis à votre disposition sur ces questions d'internationalisation de vos territoires. Jocelyne Carré, qui est de la mer. Merci beaucoup, Sébastien, pour toutes ces informations-là. Nous autres, on n'a pas encore de jumelage, mais c'est à y penser. On va voir. Je serais ravi même qu'on puisse échanger au téléphone si vous le souhaitez. Hein. Il n'y a aucun souci là-dessus. On peut s'appeler quand vous aurez un moment et peut-être une idée déjà de comment vous y prendre ou alors on peut échanger là-dessus. Merci. Merci. Dernier appel, voir s'il y avait d'autres questions. Oh, je vois qu'il y a quelqu'un. S'il y avait d'autres questions juste avant de vous laisser aller. OK, ben, sur ce, merci beaucoup encore à Sébastien. Merci à vous tous de vous être joints sur votre heure du dîner. Donc, j'espère que vous allez avoir le temps de manger un peu avant de retourner. Mais c'est ça. Au nom de la FMNB, puis au nom de GNB, le consulat de France, un gros merci. Puis on vous redonne 9 minutes. Merci à vous. Bonne journée. Excellent. Merci, Au revoir tout bonne le monde. journée. Bye bye. Merci, bonne journée.